Bonjour Anne. Bonjour. Donc bienvenue à Anne qui est pédiatre en région PACA et donc on va répondre aux questions sur la vidéo des vaccins, c'est trop bien. Alors on a Steph M et DJ Popovic, je sais pas trop, qui nous pose comme question: est-ce que l'aluminium dans les vaccins est-il vraiment mauvais pour la santé? Alors non, parce que déjà c'est en quantité vraiment infime, 0,2 à 0,5 mg par vaccin, alors que chaque jour on en mange 3 à 5 mg, c'est présent dans les légumes, les céréales, donc c'est vraiment une toute petite quantité. Et de toute façon c'est indispensable, mais ça permet de booster le système immunitaire, et sans aluminium en gros les vaccins ils marchent pas, ou il faudrait... je sais pas, 10 fois plus d'injections de vaccin pour que le vaccin marche, quoi. D'accord. Donc, en gros, donc là, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément de l'aluminium dans tous les vaccins. Non. Dans les vaccins qui sont les vaccins vivants atténués, comme rougeole, oreillon, rubéole, dans celui-là, il n'y a pas besoin d'aluminium, du coup. C'est vraiment pour les vaccins inactivés où on a besoin de mettre de l'aluminium dedans. D'accord. Alors ensuite, on a une autre question donc, de quelqu'un d'anonyme qui nous dit... quel est l'intérêt de vacciner un nourrisson contre l'hépatite B alors que c'est une maladie sexuellement transmissible? Alors, c'est une bonne question, parce que du coup, en plus, il est très bien toléré chez les petits, et puis parce qu'au final, dans 30% des cas, on ne sait pas comment l'hépatite B elle a été transmise. Donc en fait, on a vu que c'est une transmission par le sang et sexuellement transmissible, mais du coup, il peut en avoir sur les brosses à dents, les linges de toilette, et moi j'ai déjà eu 2 enfants en consultation qui ont attrapé l'hépatite B sans qu'on sache vraiment comment ils l'avaient chopé, alors que les parents n'étaient pas forcément porteurs. Et puis l'hépatite B, quand elle touche à un nourrisson ou un enfant, il y a 90% quand c'est vraiment à la naissance que l'hépatite B devienne chronique. Alors que chez un adulte, c'est environ 10%. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit aussi les petits bébés qui soient couverts pour l'hépatite B, parce que c'est surtout chez eux qu'elle va être dangereuse et qu'elle va se chroniser. Alors ensuite, on a Bruce Lee. Oui, Bruce Lee est venu sur la chaîne qui nous dit que les vaccins, c'est pas terrible. Hein, et surtout, il nous dit que trop de vaccins détruisent le système immunitaire. Alors justement, c'est l'inverse. En fait, plus on va se faire vacciner, plus notre système immunitaire il va être compétent. Et justement, on a vu que les enfants vaccinés, très bien vaccinés, ils répondaient mieux, ou même ils se défendaient mieux contre les autres maladies, même qui n'avaient pas été vaccinés pour cette maladie, que d'autres enfants. D'accord, très bien. Même non, mais même du coup... Plutôt c'est l'inverse. Ce serait plutôt même l'inverse. Ouais. Donc une question sur les lobbies pharmaceutiques, les gens se demandent est-ce que c'est vraiment une source d'argent ou pas pour ces lobbies? Eh ben oui, un peu. On ne peut pas dire non parce que ce serait faux. En tout cas, moi, pédiatres, ils viennent pas. Effectivement, il y a des labos qui viennent nous voir, ils viennent nous expliquer le vaccin, pourquoi il faut le faire, mais ils vont pas nous payer à chaque fois pour qu'on fasse un vaccin, quoi. Nous, on n'a pas de sous à chaque fois qu'on fait un vaccin, à chaque fois qu'on a prescrit un vaccin. Ok, un labo pharmaceutique va gagner de l'argent avec des vaccins, mais il gagne aussi de l'argent si les gens sont malades. Ah bah oui, c'est sûr, oui, parce que je sais. Par exemple, certaines maladies, on peut les guérir, on peut en tout cas les diminuer la durée avec ce qu'on appelle des immunoglobulines, des choses comme ça, et ça coûte des millions. Ça coûte super cher. Ça coûte des millions. Et puis les hospitalisations avec tous les traitements qu'on donne et tout, ça aussi, ça va dans la poche de la labo. Donc on a une question de Alderius qui nous dit: est-ce que c'est mieux les vaccins hexavalents ou trivalents? Alors déjà, qu'est-ce que c'est hexavalent et trivalent? Alors, hexavalent, ça veut dire qu'il y a 6 valences de vaccins. Donc l'hexavalent, c'est celui qu'on fait justement à 2, 4 et 11 mois. Diphtérie, coqueluche, poliomyélite, tétanos, hémophilie influenzae et hépatite B. Voilà, donc il y en a 6 dedans, alors que le trivalent, il n'y aurait que diphtérie, tétanos et poliomyélite. Voilà. Et c'est celui-là, en gros, qui avant était obligatoire, diphtérie, poliomyélite et tétanos, alors que maintenant ils vont rendre l'hexavalent obligatoire. Ça fait déjà 20 ans, nous, pédiatres, au moins 12 ans, qu'on prescrit l'hépatite B, que l'hexavalent existe, quoi. C'est pas des nouveaux vaccins en fait dont on parle, c'est juste qu'on les rend obligatoires, mais c'est déjà ceux qui sont recommandés depuis. Ils sont déjà recommandés depuis très longtemps, mais non, il y a pas de, ils sont pas plus dangereux. Ah oui. Alors, une question de Jean-Baptiste Vier qui nous demande
qui nous pose une question sur la surréaction en vaccination par rapport au H1N1 face à une épidémie. Est-ce qu'elle n'est pas plus dangereuse que l'épidémie elle-même? Alors là... Ouais, je sais pas trop comment... Ouais, je maîtrise pas assez la vaccination contre la grippe, parce qu'effectivement, nous, c'est pas forcément... nous, on le fait chez les parents qui ont un petit nourrisson, parce que justement, ce petit nourrisson, il va être... très sensible et qu'on peut pas vacciner les tout petits bébés contre la grippe. Donc on le fait vraiment dans l'entourage proche. Et c'est pareil. Pour protéger le nourrisson. Pour protéger le nourrisson. Nous, par exemple, les professionnels, on le fait, mais on le fait pas pour nous parce qu'au pire, on chope la grippe. Enfin, c'est chiant, mais c'est voilà. On le fait pour protéger les petits immunodéprimés ou même les enfants diabétiques ou toutes ces maladies, les enfants qui ont des maladies cardiaques, des choses comme ça. Eux, on leur fait le vaccin, mais en plus, c'est bien quand même que les gens autour soient immunisés. Mais c'est surtout les nourrissons. Mais effectivement, je maîtrise pas trop le... Enfin, il y avait eu pas mal de polémiques sur les effets secondaires du vaccin, les syndromes de Guillain-Barré, des choses comme ça, mais je maîtrise pas assez Ça roule. Pour répondre à ça. Est-ce que trop de vaccins ont-ils des effets indésirables pour la santé? Du coup, ça rejoint un peu de booster le système immunitaire. Non, justement, ça entraîne justement une meilleure activité du système immunitaire. Après... quand on est enfant, c'est pour ça que par exemple le vaccin contre la varicelle, on ne le fait pas, il existe ce vaccin, mais on va le faire qu'aux personnes qui sont en contact avec des personnes immunodéprimées qui risquent de faire des varicelles sévères, ou les adolescents par exemple qui risquent de faire des varicelles sévères. Non, parce que le vaccin n'est pas forcément quelque chose d'anodin, mais comme je le disais dans la vidéo, le truc c'est d'avoir le meilleur ratio entre gain d'un côté et effet indésirable de l'autre. Parce qu'effectivement, il y a certains vaccins déjà qui serviraient pas à grand chose, et puis en plus ça fait quand même une fièvre, ça fait quand même des douleurs. Donc alors pour résumer, hexavalent, trivalent, donc pas de problématique particulière, au moins ça nous fait qu'une piqûre, ça nous en fait pas deux. Surtout que après en général les gens qui font le trivalent ils vont pas faire l'hexavalent, c'est qu'ils veulent vraiment faire que ces trois maladies et qui peuvent mener à des hospitalisations, des décès, parce que c'est surtout ça. La coqueluche chez un enfant de 2 semaines, c'est catastrophique quoi. Ça peut vraiment entraîner le décès. Ça peut être aussi grave qu'une diphtérie quoi. Et du coup dans le trivalent il n'y est pas. D'accord. Il est dans... Donc vivement conseillé de faire l'hexavalent. Après pour l'hépatite B, je comprends qu'on puisse se poser la question et attendre du coup le faire quand on est plus vieux. Autant le quinta, du coup le vaccin où il y a 5 vaccins, il n'y a juste pas l'hépatite B. Je comprends qu'on puisse attendre, même si je vous expliquais qu'il dans 30% des cas, il y a un risque mais il y a un risque qu'on ne connaît pas de transmission d'hépatite B et que c'est surtout chez les nourrissons qui se transmet. Mais bon, je comprends qu'on puisse attendre parce que ce risque-là, il est vraiment minuscule, quoi. Alors que les autres vaccins, du coup, on en a tous déjà vu en réanimation mourir de ces maladies-là parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés. Donc on a une question de Jacques Nicolas qui pose une question très très spécifique sur le HLA. Alors on va pas forcément rentrer dans le détail du commentaire, mais déjà au moins pour qu'on comprenne un peu mieux cette question, c'est quoi le HLA? C'est le système d'histocompatibilité. En fait c'est notre identité immunitaire quoi. Par exemple, en fait, le HLA, j'ai l'exemple du diabète. Chez les diabétiques, on retrouve souvent un HLA particulier. Mais c'est pas parce qu'on a ce HLA qu'on va faire le diabète, et inversement, c'est pas parce qu'on a le diabète qu'on a forcément ce HLA. C'est en gros une prédisposition génétique. Mais c'est vrai que personnellement, j'avais jamais entendu parler d'HLA différent. C'est pas un truc qu'on nous apprend. Peut-être faut être vraiment spécialisé dans les vaccinations. Et puis je me disais que peut-être effectivement ces gens-là ils répondent moins aux vaccinations. Et c'est justement pour ces gens-là qu'il faut que les autres soient vaccinés. Parce que c'est ces gens-là qui ne sont pas vaccinés. Donc par exemple tu dis ces gens-là, donc les HLA... Les HLA B13 et B44 ne répondent pas au vaccin contre la rougeole. Déjà, je pense que c'est une partie minuscule, parce que des gens qui font la rougeole alors qu'ils sont vaccinés, personnellement, j'en ai jamais vu. Et puis de toute façon, on dit que si 90% de la population est vaccinée, en gros, on éradique la maladie. Donc si tout le monde est vacciné, au final, ces personnes-là, ils attraperont jamais la maladie, quoi. Donc parce qu'on se vaccine pour protéger les autres voilà, aussi. C'est ça. C'est justement ça. Ça va bien avec ton sujet parce que cette question-là, elle est très intéressante et très pertinente, mais au final, si tous les autres se font vacciner, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Et puis, on va pas tester le HLA de toute la population pour voir si oui ou non il
réceptifs ou non au vaccin. Mais bon, en gros, hein, s'il y a un spécialiste des HLA pour la vaccination, qui n'hésite pas à répondre à Jacques Nicolas, qui a l'air de s'y connaître aussi, vous pourrez échanger, il y a vraiment pas de souci. Du coup, merci beaucoup Anne pour avoir répondu à toutes ces questions. S'il y a encore des choses qui sont pas claires, bon, on refera pas une vidéo, mais n'hésitez pas à aller commenter dans cette vidéo, et derrière, on essaiera d'y répondre pour éclaircir ces questions-là. Voilà. Écoute, à la prochaine fois. Et à la prochaine, au revoir. Ciao, ciao.